presque tous vécu ce moment. Une phrase sort de notre bouche avec une violence que nous n'avions pas prévue. Elle arrive déjà aux oreilles des autres quand nous comprenons qu'elle est allée trop loin. Une personne à peine rencontrée nous fascine au-delà du raisonnable. Nous lui prêtons une profondeur, une liberté, peut-être même une promesse qu'elle ne nous a jamais faite. Un silence de quelques heures réveille une peur ancienne, disproportionnée, presque honteuse. Ou bien, au milieu de la nuit, une image vient à nous, une maison inconnue, un animal qui nous fixe, un escalier qui descend. Au réveil, rien n'a changé dans la chambre. Pourtant, nous gardons l'étrange impression d'avoir reçu de la visite. Nous disons alors « je ne sais pas ce qui m'a pris ». Cette phrase mérite qu'on s'y arrête. Elle suppose que, pendant un instant, quelque chose nous a pris. Non pas nécessairement une force mystérieuse venue d'ailleurs, peut-être une partie de nous-mêmes que nous connaissions trop peu pour la reconnaître lorsqu'elle a saisi le gouvernail. Pendant des siècles, les humains ont donné de nombreux noms à ces irruptions. Passion, démon, inspiration, humeur, tentation, possession, folie. Au tournant du XXe siècle, la psychologie naissante leur ouvre un nouveau territoire, l'inconscient. Parmi ceux qui tenteront d'en suivre les mouvements, un psychiatre suisse fera un choix singulier. Il ne regardera pas seulement ce qui, dans l'ombre, nous blesse ou nous bloque. Il se demandera aussi si cette ombre ne contient pas des fragments de vie abandonnés en chemin. Il s'appelle Carl Gustav Jung. Son œuvre est immense. Elle mêle laboratoire et mythologie, psychiatrie et religion, observation clinique et spéculation. Elle a donné à des millions de personnes des mots pour parler de leur vie intérieure. Des mots pour le visage qu'elles montrent, pour ce qu'elles cachent, pour leurs rêves, et pour ce sentiment parfois douloureux de ne pas être devenue tout à fait elle-même. Mais les mots qui ouvrent une porte peuvent aussi devenir une nouvelle manière de s'enfermer. Ceux de Jung portent la lumière de ses intuitions. Ils portent aussi les traces de son époque, ses angles morts et quelque chose de ses propres nuits. Alors, ne lui demandons pas tout de suite d'avoir raison. Approchons-nous simplement de ce qu'il a tenté de nommer. Regardons ce que sa pensée rend visible, ce qu'elle imagine peut-être, et ce qu'elle nous donne encore envie d'interroger. Et lorsqu'elle quitte le terrain de ce qui se mesure, ne la ramenons pas aussitôt de force. Demandons-nous plutôt quel monde elle rend pensable, et ce que ce monde change dans une vie. Peut-être reconnaîtrons-nous, dans ces pièces fermées et ces fenêtres éclairées, quelque chose de nos propres nuits. Zurich, vers 1906. Dans une pièce de l'hôpital du Burgölzli, un jeune médecin s'assoit face à des patients et à des volontaires. Sur la table, des feuilles, un appareil de mesure, un chronomètre. Rien qui ressemble encore aux grandes images auxquelles son nom sera un jour associé. Le médecin prononce un mot. Rivière. La personne répond par le premier mot qui lui vient, puis un autre. Colère. Péché. Maison. L'exercice paraît presque enfantin. Jung, pourtant, n'écoute pas seulement la réponse. Il observe le temps qu'elle met à venir. Il note les répétitions, les oublis, les hésitations. Certains mots traversent l'esprit sans bruit. D'autres semblent rencontrer une pierre sous la surface. La réponse tarde d'une seconde. La peau réagit, la voix change. Un mot revient 2 fois. Une erreur se glisse, puis la personne oublie qu'elle l'a commise. Quelque chose s'est passé, minuscule, mais visible.
Ces perturbations suggèrent que la conscience n'est pas un terrain parfaitement libre. Certains thèmes attirent autour d'eux tout un monde, des souvenirs, des émotions, des craintes, des attentes. Jung contribuera à donner un nom à ces nœuds-là, les complexes. Le mot est entré dans le langage courant et y a perdu une partie de sa profondeur. Avoir un complexe désigne souvent un défaut physique dont on souffre ou une gêne que l'on voudrait cacher. Chez Jung, le complexe est plus vivant. C'est un nœud d'expérience. Il possède sa propre sensibilité et sa propre manière de reconnaître le danger. Prenons une scène ordinaire. Un homme entre dans une réunion avec une proposition préparée depuis des semaines. Son idée est solide, il connaît son dossier. Pourtant, lorsqu'une collègue l'interrompt, quelque chose change. Il n'entend plus une objection, il entend une disqualification. Sa pensée se brouille, sa voix se durcit. Il répond trop fort et voit le visage surpris des autres. Puis il passe le reste de la journée à reconstruire la scène. Sous la douche, dans la voiture, avant de s'endormir, il trouve enfin toutes les phrases qu'il aurait voulu prononcer. Peut-être sa collègue s'est-elle réellement montrée brutale. Le passé n'efface pas ce qui s'est produit dans la pièce. Mais pourquoi cette interruption précise a-t-elle trouvé en lui autant de matière inflammable ? S'il suit le fil, une autre salle apparaît, une classe, un professeur qui coupait sa parole devant les autres. Puis une règle plus ancienne encore, apprise sans avoir jamais été formulée. Pour être respecté, il ne fallait surtout pas hésiter. La réunion actuelle est devenue le théâtre de plusieurs époques à la fois. Le complexe agit ainsi. Il rapproche brutalement des scènes que la conscience rangeait dans des dossiers séparés. Il ne nous retire pas toute liberté, mais pendant un instant, il rétrécit notre choix. Une seule réponse semble encore possible. Une remarque assez banale d'un supérieur peut alors tomber dans un puits beaucoup plus ancien. Le corps se raidit. Le reproche devient verdict. La personne n'entend plus seulement « ce dossier doit être corrigé », elle entend « si tu échoues, tu ne vaux rien ». De l'extérieur, sa réaction paraît excessive. De l'intérieur, elle suit une logique. Encore faut-il savoir quelle histoire vient de se réveiller. Pour Jung, une partie de notre vie psychique peut ainsi s'organiser comme une petite personnalité. Elle possède sa mémoire, ses réflexes, ses blessures, sa manière d'interpréter un visage. Nous avons des complexes. Et parfois, pendant quelques secondes ou quelques jours, ce sont eux qui semblent nous avoir. Les repérer ne consiste pas à dire « ce n'était pas moi ». C'était bien une partie de moi. Seulement, elle a parlé comme si elle était moi tout entier. Cette origine de la pensée jungienne mérite d'être gardée en mémoire. Jung n'entre pas dans la psychologie par les mandalas, l'alchimie ou les coïncidences mystérieuses. Il commence au Burgolsli, avec des mots, des délais mesurés et des réactions corporelles. Un chronomètre ne prouvera jamais tout ce qu'il avancera plus tard, mais il révèle déjà la scène qui traversera son œuvre. Le moi parle, et quelque chose en dessous modifie la phrase. Nous avons besoin d'un moi. C'est lui qui répond à notre nom. Il rassemble tant bien que mal le souvenir d'hier et prépare demain. Il signe un contrat, présente des excuses et choisit, autant qu'il le peut, la direction de sa journée. Sans lui, aucune continuité, aucune responsabilité, aucune histoire racontable. Mais parce qu'il tient la lampe,
le moi finit facilement par se croire propriétaire de toute la maison. Autour de la pièce éclairée s'étendent pourtant des couloirs. Certains conduisent à des souvenirs personnels oubliés ou repoussés. D'autres, selon Jung, descendent vers une profondeur plus ancienne et commune à l'humanité, l'inconscient collectif. C'est ici que sa pensée devient plus ambitieuse et plus discutée. Jung est frappé par des motifs qui semblent se répondre dans des rêves, des mythes et des œuvres venus de lieux différents. On retrouve le héros avalé par un monstre, l'enfant extraordinaire, la descente sous terre, le vieux guide, le double, la mort suivie d'une renaissance, ou encore le cercle qui rassemble ce qui était dispersé. Jung imagine alors que l'esprit humain possède des formes profondes qui orientent notre manière de vivre et d'imaginer. Il les appelle des archétypes. Aujourd'hui, le mot évoque souvent des personnages déjà dessinés, la mère, le héros, le sage, le rebelle. Mais dans la version la plus prudente, un archétype ne serait pas une image toute faite. Nous n'en hériterions pas comme de la couleur de nos yeux. Il ressemblerait davantage au lit d'une rivière. L'eau qui le traverse change selon les pluies, les terres et les saisons. Pourtant, certains reliefs orientent son passage. Les humains naissent dépendants. Ils cherchent une protection, quittent l'enfance, rencontrent des rivaux, traversent la perte, approchent la mort. Ces expériences pourraient favoriser certaines familles d'images, sans imposer partout le même récit. L'image concrète appartient toujours à une culture et à une personne. Prenons 3 images. Une déesse mère, une maison protectrice, le vaisseau qui garde en vie l'équipage d'un récit futuriste. Ce n'est pas un même symbole déguisé 3 fois. Ils peuvent se ressembler par certains aspects, mais ils restent différents. Ces ressemblances ont plusieurs explications possibles. Les histoires voyagent, les peuples se rencontrent, les corps humains affrontent des épreuves comparables. Des inventions proches peuvent apparaître séparément. La recherche contemporaine peut étudier ces transmissions, ces ressemblances et les habitudes de notre cerveau. Elle ne confirme pas aujourd'hui l'inconscient collectif au sens fort proposé par Jung. Voilà ce que nous pouvons dire sur le plan scientifique. Mais la question de Jung ne s'arrête pas là. Et si la psyché individuelle n'était pas une chambre fermée? Et si certaines images ne venaient pas seulement de notre histoire personnelle? Peut-être puissent-elles aussi dans un fond plus ancien, comme des sources éloignées qui remontent à travers des sols différents. C'est une possibilité métaphysique, pas un résultat de laboratoire. Nous pouvons pourtant l'approcher sans la tourner en ridicule ni la transformer en certitude. Lorsqu'une image nous saisit, elle peut être vécue comme une rencontre. Quelque chose semble venir vers nous, avec une présence et une intelligence qui ne ressemblent pas à notre pensée habituelle. Est-ce une profondeur de notre propre esprit? Une mémoire humaine plus vaste? Une dimension du réel avec laquelle la conscience entre parfois en relation? Jung ne nous oblige pas à trancher trop vite. Il nous invite d'abord à regarder ce qui se passe lorsque nous prenons cette rencontre au sérieux. Jung donne enfin le nom de soi à la maison tout entière. Il comprend la pièce éclairée, mais aussi les souvenirs derrière les portes, les escaliers connus et les territoires dont nous ignorons encore l'existence. Le soi n'est pas un moi gigantesque devenu parfait et souverain. Il représente au contraire ce qui déborde le moi et l'oblige à négocier avec une réalité psychique plus vaste. On pourrait dire que le moi est le capitaine visible. Le soi serait le navire entier, sa coque, ses réserves, ses avaries et ses passagers clandestins.
il serait aussi la direction qui se dessine dans sa manière de traverser la tempête. Cette image peut être entendue de deux manières. Dans une lecture psychologique, le soi donne une forme à notre recherche d'unité. Il représente une totalité que le moi ne contrôle pas. Dans une lecture plus spirituelle, il peut suggérer la présence d'un centre plus vaste que la personne. Un centre qui ne serait pas seulement fabriqué par elle, mais découvert peu à peu. Jung laisse souvent ces deux sens se frôler. Nous n'avons pas besoin de les séparer artificiellement. Nous devons seulement savoir quand nous quittons la description psychologique pour entrer dans une hypothèse sur la nature profonde de l'être. Et nous pouvons alors garder cette image. La conscience est peut-être moins un royaume qu'une fenêtre allumée. Avant de rencontrer ce qui se cache, regardons ce que nous montrons. Le matin, nous ne sortons pas tout à fait nus dans le monde. Nous ajustons une voix, une posture, une manière d'occuper l'espace. Nous savons ce que le lieu attend de nous. Le médecin entre dans son cabinet et devient celui qui écoute. La dirigeante prend une décision sans exposer chacune de ses hésitations. Le père inquiet rassure son enfant avant d'avoir lui-même trouvé le sommeil. Jung reprend le mot latin persona, qui désignait notamment le masque et le rôle de l'acteur. Notre persona est la forme par laquelle les autres peuvent nous reconnaître et nous comprendre. Elle n'est pas forcément une imposture. Elle protège l'intimité, retient certains mouvements et rend possible la confiance et la coopération. Nous ne pourrions pas vivre si chacun déposait à tout instant l'intégralité de son chaos sur la table. Mais un rôle longtemps porté finit parfois par adhérer au visage. L'homme compétent ne sait plus dire qu'il est perdu. Celle qui prend soin de tous ne peut plus reconnaître qu'elle en veut parfois à ceux qui ont besoin d'elle. Le personnage public organise chaque geste, même lorsque le public est parti. Certaines qualités ne correspondent plus au rôle. Alors elles reculent, elles disparaissent de la photo officielle que nous avons de nous-mêmes. C'est là que Jung place l'ombre. Le mot évoque immédiatement la violence, l'égoïsme ou la jalousie. Et l'ombre contient effectivement des tendances que nous avons de bonnes raisons morales de ne pas laisser agir librement. Mais elle peut aussi abriter ce que nous avons sacrifié pour être accepté. Un enfant récompensé pour sa docilité peut y envoyer sa colère. Un milieu qui méprise la sensibilité peut y enfouir la tendresse. Une famille où personne ne doit dépasser les autres peut y cacher l'ambition. Un homme qui se veut toujours raisonnable peut repousser sa vulnérabilité. Une femme chargée de réconcilier tout le monde peut finir par ne plus savoir dire non. L'ombre n'est donc pas seulement le mal en nous. Elle rassemble ce que notre identité officielle refuse de reconnaître. Et ce qui n'est pas reconnu en soi se remarque parfois avec une précision extraordinaire chez les autres. Voici quelqu'un dont l'assurance nous irrite immédiatement. Peut-être est-il réellement arrogant, mais peut-être son arrogance rencontre-t-elle aussi une audace que nous nous interdisons. Voici une personne dont la fragilité nous exaspère. Peut-être demande-t-elle réellement trop, mais peut-être porte-t-elle au grand jour une dépendance que nous avons juré de ne plus jamais montrer. Jung appelle projection ce mouvement par lequel un contenu intérieur vient colorer une personne extérieure. Le mot est séduisant. Il peut devenir une arme très commode. Si tu me critiques, c'est ta projection. En une phrase, on annule l'autre et l'on s'accorde l'immunité. Ce n'est pas une psychologie de la profondeur, c'est un tour de passe-passe. Une projection ne signifie pas que l'autre est innocent, imaginaire ou sans danger. Elle nous demande de séparer deux choses. D'un côté, ce qu'il fait réellement, de l'autre, ce que notre histoire ajoute à son visage. Ce retrait n'appauvrit pas la relation. Il lui rend ses proportions. Peut-être avez-vous déjà détesté quelqu'un avec une énergie qui vous surprenait.
ou admirer une personne au point de lui prêter une sagesse, une liberté, une lumière qu'elle ne pouvait humainement soutenir. Dans les deux cas, Jung nous inviterait à retenir un instant notre diagnostic, puis à poser une question. Qu'est-ce que cette personne transporte pour moi, en plus d'elle-même ? Ce n'est qu'une question, mais certaines questions entr'ouvrent des pièces longtemps fermées. En 1913, la relation entre Jung et Freud se brise. Ce n'est pas seulement la fin d'une alliance théorique. Freud avait été un maître, presque une figure paternelle. Avec lui, Jung perd un dialogue, une place et une partie de l'avenir qu'il imaginait. Il existe des séparations après lesquelles le monde extérieur semble rester identique. La même rue, le même bureau, le même visage dans le miroir. Pourtant, une architecture entière vient de s'effondrer à l'intérieur. Dans les années qui suivent, des rêves et des visions envahissent Jung. L'Europe elle-même s'approche de la guerre. Il craint par moments d'être submergé. Au lieu de fermer entièrement la porte, il consigne ses expériences dans des cahiers que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de livres noirs. Il ferme les yeux. Il laisse apparaître une scène. Il rencontre des figures, leur parle, leur répond. Il peint, calligraphie, reprend plus tard une partie de ce matériau dans un volume monumental, le livre rouge. Jung nommera cette période sa confrontation avec l'inconscient. Plusieurs idées importantes de son œuvre y prendront forme. L'imagination active, les figures intérieures, la fonction transcendante et l'individuation. Cette histoire est souvent racontée comme la descente héroïque d'un homme dans les profondeurs de l'âme. Elle mérite davantage de sobriété. Le livre rouge est un document exceptionnel. Il nous montre une expérience intérieure et la naissance d'une pensée. Il ne nous dit pas ce que sont, en dernière analyse, les figures rencontrées par Jung. Et nous ne pouvons pas poser, à distance, un diagnostic simple sur tout ce qu'il a vécu. Mais l'incertitude n'annule pas l'expérience. Elle nous oblige seulement à ne pas lui imposer trop vite une explication unique. Son geste reste pourtant remarquable. Il traite l'image non comme un bruit à supprimer immédiatement, mais comme un interlocuteur. Dans ce qu'il appellera imagination active, la conscience ne se contente pas de rêvasser. Elle laisse une image se développer, puis prend position face à elle. Elle écrit, dessine, dialogue, refuse ou consent. Le moi ne s'efface pas. Il rencontre ce qu'il n'a pas produit volontairement. On peut dire que ces figures sont créées par la psyché. On peut aussi se demander si la psyché, dans certains états, devient sensible à quelque chose qui la dépasse. Jung écrit souvent comme si ces présences possédaient une autonomie réelle. Il leur répond, il les contredit, il accepte parfois de recevoir d'elles une orientation qu'il n'avait pas conçue seul. Cette attitude demande une forme particulière d'attention. Ni soumission crédule, ni réduction immédiate. La figure est accueillie comme une interlocutrice, avant que l'on décide ce qu'elle est. Il arrive que deux forces s'opposent en nous, rester ou partir, contrôler ou lâcher prise, servir les autres ou sauver quelque chose de soi. Souvent, nous cherchons à faire taire l'un des deux camps. Jung pense qu'une confrontation suffisamment soutenue peut faire apparaître une troisième forme. Il appelle cela la fonction transcendante. Le mot peut impressionner. Il ne désigne pas nécessairement un passage vers le surnaturel. Il parle d'un franchissement. La question cesse d'être exactement celle qui nous emprisonnait. La réponse nouvelle n'est pas toujours un compromis placé au milieu. Elle peut déplacer les murs. Il faut ici avancer avec soin. S'immerger profondément dans des images intérieures n'est pas anodin.
ce travail peut déstabiliser certaines personnes. C'est notamment le cas lorsqu'il existe des fragilités psychotiques, dissociatives ou liées à un traumatisme. Un accompagnement clinique compétent devient alors nécessaire. Une porte intérieure n'est pas moins réelle parce qu'elle est symbolique. Mais toutes les portes ne doivent pas être forcées, ni ouvertes seules, ni ouvertes en même temps. Chaque nuit, la conscience abandonne une partie de son contrôle. Les lieux se plient, les morts reviennent. Un ami porte le visage d'un inconnu. Nous acceptons l'impossible avec un naturel que le réveil nous fera perdre. Pendant quelques minutes, une maison peut être à la fois celle de notre enfance et un bâtiment où nous ne sommes jamais entrés. Un couloir conduit à la mer. Un chien nous parle sans ouvrir la gueule. Rien de tout cela ne demande la permission de paraître. Jung accorde aux rêves une place centrale. Pour lui, ils sont des productions spontanées de la psyché. Mais contrairement à l'image populaire du grand décodeur de symboles, une méthode jungienne prudente ne commence pas par ouvrir un dictionnaire. Un chien n'a pas le même sens pour tout le monde. Il peut être le compagnon avec lequel on a grandi. Il peut rappeler une morsure ou un deuil. Dans certaines cultures, il peut aussi garder le passage vers le monde des morts. L'image appartient d'abord à la vie du rêveur. On recueille donc ses associations. On regarde sa situation consciente. On laisse plusieurs hypothèses respirer côte à côte. Ensuite seulement, si cela apporte quelque chose, on rapproche l'image de mythes, de contes, de religions ou d'œuvres. Jung appelle ce second mouvement l'amplification. L'amplification peut révéler une profondeur étonnante, mais elle présente aussi un risque. L'interprète peut étaler tout ce qu'il sait jusqu'à faire disparaître le rêveur sous sa bibliothèque. L'esprit humain aime la cohérence. Nous relions spontanément les points, retenons les correspondances frappantes et oublions les centaines d'images qui n'ont produit aucune révélation. Une interprétation peut nous émouvoir parce qu'elle est juste, mais elle peut aussi nous émouvoir parce qu'elle est belle ou flatteuse, ou simplement parce qu'elle est assez vague pour accueillir presque n'importe quelle histoire. Jung lui-même insiste sur le contexte et sur l'intérêt d'observer des séries de rêves. Une hypothèse féconde gagne parfois en cohérence. Une interprétation brillante mais arbitraire finit souvent par se dissoudre. La culture populaire a pourtant transformé ces concepts en catalogue. Serpent égale transformation, maison égale psyché, eau égale inconscient. La méthode devient alors l'inverse de ce qu'elle promettait. Au lieu de rendre l'image à la singularité d'une vie, elle remplace cette vie par une étiquette. Une lecture plus honnête accepte au moins 3 issues. Le rêve peut ouvrir une hypothèse, il peut rester obscur, il peut aussi ne rien apporter de décisif. Cette 3e possibilité protège la liberté du rêveur. Toutes les nuits ne sont pas des audiences avec les profondeurs. Parfois, l'esprit trie simplement les restes du jour avec les moyens étranges dont il dispose. Mais rester obscur ne veut pas dire être vide. Certains rêves laissent une impression différente. Ils semblent plus vastes que notre histoire personnelle. Ils nous accompagnent pendant des années, comme si nous avions touché un paysage intérieur qui existait déjà avant notre passage. La science peut étudier le sommeil, la mémoire, les émotions et l'activité du cerveau pendant le rêve. Elle peut tester certaines affirmations sur leur fonction. Elle ne peut pas décider, sans conséquences observables à examiner, si toute image onirique se réduit à ces mécanismes. Nous pouvons donc rester ouverts à plusieurs lectures. Le rêve peut être un travail de l'esprit, il peut être une création symbolique, il peut aussi être vécu comme une rencontre avec une profondeur qui dépasse le moi.
Ces lectures ne possèdent pas le même statut, mais elles peuvent demeurer à la même table. Jung parle de compensation lorsque le rêve corrige ou complète notre manière consciente de voir les choses. L'homme gonflé de certitude tombe de haut. La personne convaincue de sa faiblesse découvre un animal puissant enfermé dans sa cave. Mais le mécanisme n'est pas automatique. Tous les rêves ne disent pas le contraire de notre journée, et tous ne cachent pas une révélation. Il propose aussi de regarder vers l'avenir, non pas en demandant « que va-t-il arriver ?», mais plutôt « vers quel mouvement cette image semble-t-elle pousser ?» Supposons qu'une personne rêve plusieurs fois d'une pièce oubliée dans sa maison. On pourrait lui demander ce qui, dans sa vie, est devenu inhabité. Une créativité, une relation au corps, une colère, une solitude. La réponse ne se trouve pas dans le symbole « pièce » en général. Elle se construit entre l'image et une existence particulière. Un rêve peut ainsi devenir une question plus précise que celle que nous nous posons éveillés. Mais il ne vote pas à notre place. Il ne décide pas d'un divorce, d'un traitement ou d'un investissement. Son sens éventuel peut nourrir notre réflexion. Il ne remplace ni les faits, ni notre responsabilité. Toutes ces notions convergent chez Jung vers un mot, individuation. Le mot est souvent mal entendu. Il ne signifie pas devenir indépendant de tout, extraordinaire, invulnérable ou enfin délivré de ses contradictions. Il ne promet pas une version parfaite de soi qui attendrait intacte derrière les blessures. L'individuation désigne un processus. Il s'agit de devenir davantage la personne singulière que nous pouvons être. Pour cela, le moi doit apprendre à vivre avec ce qui existe aussi en dehors de sa lumière. Cela commence parfois lorsque la persona se fissure. Le professionnel admiré ne peut plus vivre uniquement pour l'approbation. La personne raisonnable découvre que sa colère contient une vérité. Celui qui s'est toujours cru libre reconnaît la peur ancienne qui guide ses choix. Et celle qui attendait d'un partenaire qu'il porte toute sa profondeur reprend peu à peu ce qu'elle avait placé en lui. Elle commence à vivre elle-même ce qu'elle admirait. Ce mouvement n'est pas confortable. Une identité, même étroite, offre une frontière. Nous savons qui admirer, qui accuser, quel rôle jouer. Reprendre une projection rend le monde moins théâtral. L'ennemi perd parfois une part de sa monstruosité, l'idole une part de sa lumière. Et ce qui revient vers nous demande désormais une réponse. L'individuation ne consiste pas à libérer chaque pulsion. Reconnaître son ombre n'autorise pas la cruauté. Cela rend possible une responsabilité plus juste. Ceci existe en moi. Je ne veux pas le nier, mais je ne veux pas non plus lui abandonner ma conduite. Elle ne supprime pas non plus les liens. Être soi-même est devenu une formule publicitaire capable de justifier chaque rupture et chaque caprice. Chez Jung, devenir plus singulier devrait au contraire nous rendre plus capables de relation. Nous demandons alors moins aux autres de porter les morceaux de nous que nous refusons. Il existe ici un paradoxe essentiel. Nous découvrons souvent nos parts inconnues au contact des autres. Une relation révèle notre jalousie. Une responsabilité découvre notre courage. Une injustice nous permet enfin de penser notre colère. Même nos rêves empruntent des visages rencontrés dans le monde. Devenir soi ne consiste donc pas à extraire un noyau pur que la société aurait recouvert. Nos rôles nous limitent parfois, mais ils nous forment aussi. Nous tenons une promesse, nous apprenons un métier, nous accompagnons un enfant ou nous traversons une amitié. Par ces liens, des capacités nouvelles apparaissent en nous. La psychologie jungienne peut donner l'impression que la vérité nous attend au-dedans, tandis que le monde extérieur ne ferait que la cacher. Mais nous devenons aussi ce que nous faisons avec les autres. Une personne se construit dans sa vie intérieure et dans ses relations. Le chemin intérieur
ne mène pas toujours vers une chambre plus secrète. Il peut ramener vers la même table, la même famille, le même travail, avec une manière moins automatique d'y prendre place. Le soi représente l'horizon de cette totalité. Non une médaille, mais un centre que l'on ne possède jamais complètement. On peut y voir un symbole de l'équilibre psychique. On peut aussi y reconnaître une intuition spirituelle. Quelque chose en nous saurait, d'une manière obscure, vers quelle forme de vie nous sommes appelés. Cette seconde lecture ne se mesure pas comme une tension artérielle. Elle se rencontre autrement, dans une impression d'orientation, dans un rêve qui revient, dans la sensation qu'une décision nous rassemble ou nous disperse. Ces signes peuvent nous tromper. Ils peuvent aussi nous apprendre à écouter une intelligence moins claire que le raisonnement, mais pas nécessairement moins profonde. Peut-être est-ce l'une des raisons pour lesquelles Jung continue de toucher tant de lecteurs. Il ne décrit pas seulement l'humain comme un problème à réparer, il le décrit comme un être inachevé, peuplé d'images. Un être qui souffre parfois parce que sa vie est devenue trop petite pour ce qu'elle contient. Cette proposition est belle. Elle devient dangereuse si l'on transforme chaque crise en message supérieur, chaque maladie en initiation ou chaque perte en étape nécessaire. Certaines souffrances ne sont pas des maîtres, elles sont des blessures, des injustices, des accidents. Leur donner un sens éventuel appartient à celui qui les traverse, jamais à celui qui le regarde de l'extérieur. L'individuation n'explique donc pas tout, elle laisse deux questions. Quelle forme de vie devient impossible à continuer ? Et quelle part de nous demande désormais à participer ? Il n'est pas obligatoire d'avoir une réponse. Une vraie question travaille parfois longtemps dans l'obscurité, avant de produire autre chose qu'un silence. Une pensée qui parle de l'ombre doit pouvoir rencontrer la sienne. Jung a écrit dans les années 1930 des textes contenant des généralisations sur une psychologie juive et une psychologie germanique. Certaines formulations sont aujourd'hui clairement répréhensibles. À cette époque, Jung exerce des responsabilités dans des institutions de psychothérapie touchées par la mise au pas nazie. Ses décisions, ses intentions et leur évolution ont donné lieu à un débat historique complexe. Ses critiques s'appuient sur certains documents. Ses défenseurs rappellent d'autres actes. Entre les deux, la tentation est grande de transformer une histoire complexe en acquittement ou en slogan. Nous consacrerons un travail spécifique à cette histoire. Pour l'instant, retenons ceci. Le contexte peut expliquer les catégories d'une époque. Il ne les rend pas innocentes. Et reconnaître ses fautes n'oblige pas à faire disparaître toute l'œuvre derrière elle. Le langage de Jung sur les peuples qu'il appelait parfois primitifs porte également l'empreinte de l'anthropologie coloniale de son temps. Il généralise là où nous devons aujourd'hui distinguer les sociétés, les histoires et les voix. Dans sa théorie de l'anima et de l'animus, Jung attribue souvent à l'homme un féminin intérieur et à la femme un masculin intérieur. Cette idée a aidé certains lecteurs à penser la projection amoureuse et la rencontre avec ce qui leur paraît étranger en eux-mêmes. Elle transporte aussi des stéréotypes et une division binaire des qualités humaines que de nombreux Jungiens contemporains révisent ou abandonnent. Enfin, Jung lie le yoga, le taoïsme, le bouddhisme et d'autres traditions à travers sa propre psychologie. Ces rapprochements ont parfois ouvert des fenêtres en Occident. Mais une fenêtre n'est pas le paysage entier. La lecture de Jung ne remplace pas la parole historique de ces traditions. Ces critiques ne sont pas une formalité ajoutée pour satisfaire notre époque. Elles nous apprennent quelque chose de plus vaste.
personne ne parle de l'humain universel depuis nulle part. Chaque pensée porte la position du corps qui l'a formulée. La nôtre aussi. Pourquoi, malgré toutes ces controverses, les images jungiennes survivent-elles si bien ? Peut-être parce qu'elles donnent une forme à ce qui n'est encore, en nous, qu'une atmosphère. Dire « je vais mal » reste immense et vague. Dire « le rôle que je porte est devenu trop étroit » fait déjà apparaître une structure. Parler d'ombre permet d'examiner ce que la culpabilité condamnait sans le comprendre. Parler de projection permet de reprendre une puissance que nous avions confiée à quelqu'un d'autre. Ce vocabulaire ne vaut pas parce qu'il aurait photographié l'âme, il vaut lorsqu'il améliore la qualité de notre attention. Le test est peut-être là. Après avoir nommé l'ombre, voyons-nous davantage de nuances ou moins ? Après avoir parlé d'archétypes, respectons-nous mieux la culture particulière de l'image ou l'avons-nous avalée dans une catégorie universelle ? Après avoir invoqué le soi, devenons-nous plus responsables de notre vie concrète ou plus fascinés par notre propre profondeur ? Un concept psychologique devrait ouvrir l'enquête. Lorsqu'il la ferme, il devient un nouveau masque, celui de la personne qui croit désormais connaître les coulisses. Alors, que reste-t-il de Jung lorsque nous retirons les certitudes trop vastes, les lectures automatiques et le prestige mystérieux de certains mots ? Il reste d'abord une idée devenue presque ordinaire. Pourtant, ses conséquences ne le sont pas. Une grande part de notre vie mentale échappe à la conscience. Il reste la possibilité que nos réactions les plus excessives possèdent une histoire et parfois une organisation. Il reste cette méfiance envers le visage unique. Le rôle social est nécessaire, mais aucun rôle ne mérite de devenir toute une personne. Il reste l'ombre, non comme un monstre tapi dans une cave, mais comme un nom donné à ce qui manque encore dans notre portrait. Il reste les rêves et les images. Ils ne sont pas forcément des ordres venus d'un autre monde, ils sont d'étranges manières de poser des questions à celui-ci. Il reste enfin l'individuation. Une existence ne se résume pas à supprimer ses symptômes ou à améliorer ses performances. Elle peut aussi chercher une forme assez vaste pour contenir davantage de vérité. Le cadre scientifique doit rester clair. La psychologie contemporaine ne confirme pas l'inconscient collectif au sens fort. Elle n'a pas établi non plus la synchronicité comme un principe reliant objectivement la psyché et la matière. Quant aux études sur la psychothérapie jungienne, leurs résultats sont encourageants, mais encore limités. Voilà la frontière de ce que nous pouvons présenter comme scientifiquement étayé. Mais cette frontière n'est pas la fin du paysage. Il arrive qu'une coïncidence nous atteigne avec une force étrange. Un livre tombe entre nos mains au moment exact où nous avions besoin de sa question. Une personne prononce une phrase qui semble répondre à une pensée restée secrète. Deux événements sans lien visible composent soudain une seule image. Notre esprit est très doué pour construire des motifs. Il remarque les rencontres frappantes et oublie les milliers de hasards qui ne racontent rien. Cette explication compte. Elle protège contre bien des illusions. Pourtant, elle ne dit pas tout de la manière dont une coïncidence peut transformer une existence. Jung appelle synchronicité la rencontre entre des événements sans cause commune apparente, mais unis par un sens vécu. Dans sa lecture la plus forte, il imagine que la psyché et le monde pourraient parfois exprimer un même ordre profond. Nous ne pouvons pas présenter cet ordre comme un fait établi. Nous pouvons en revanche habiter un instant cette hypothèse. Et si le sens n'était pas toujours ajouté au monde après coup ? Et si, dans de rares moments, le monde et la conscience semblaient former ensemble une figure ? Peut-être n'y a-t-il là que le pouvoir créateur de notre esprit.
peut-être y a-t-il davantage. Nous ne le savons pas. L'honnêteté n'exige pas toujours un verdict. Elle peut aussi consister à maintenir une question ouverte, sans lui faire dire plus qu'elle ne dit. Une pensée n'a pas besoin d'être crue en bloc pour devenir une interlocutrice. Une hypothèse n'a pas besoin d'être démontrée pour nourrir l'imagination. Elle doit seulement rester fidèle à son nom, une hypothèse. Nous pouvons demander avec Jung, quel rôle ai-je accepté de jouer, même sans m'en rendre compte ? Quelle qualité mérite parce qu'elle m'est interdite ? À qui ai-je confié une part de ma propre lumière ? Quelle réaction actuelle appartient aussi à une histoire plus ancienne ? Et nous pouvons aussi questionner Jung. Cette interprétation vient-elle vraiment de mon expérience ? Ou vient-elle d'un système qui sait toujours quoi trouver ? Cette ressemblance entre deux images prouve-t-elle quelque chose ? Ou me séduit-elle seulement ? Est-ce que je découvre une profondeur ? Ou est-ce que j'ajoute du mystère là où des faits plus simples suffiraient ? Une pensée devient peut-être adulte lorsqu'elle accepte la présence de son contradicteur à la même table. Alors, si une image vous revient ce soir, vous n'êtes pas obligé d'y voir un message. Ce sera peut-être une maison, un escalier, un animal, ou le visage d'une personne chargée d'une intensité inexplicable. Vous pouvez seulement lui accorder un instant, la décrire, noter ce qu'elle touche, regarder ce qu'elle agrandit et ce qu'elle déforme, puis revenir au monde, aux faits, aux autres, avec une question un peu plus précise. Les images qui nous habitent nous gouvernent peut-être moins lorsque nous cessons de les prendre pour des ordres, et lorsque nous cessons de prétendre qu'elles n'existent pas. Au prochain épisode, nous retrouverons celui qui fut d'abord l'allié de Jung, puis son grand contradicteur. Freud ne cherchera pas dans l'inconscient un centre plus vaste, mais le lieu du désir, du conflit et du refoulement. Entre les images qui cherchent à nous transformer et les vérités que nous tenons hors de notre propre regard, une nouvelle conversation commencera. Et au milieu, toujours, cette question. Qu'est-ce qu'une vie humaine peut apprendre sur elle-même sans transformer sa réponse en prison ?